J'avais envie à mon échelle, avoir un impact sur les femmes, d'aider les femmes. J'avais envie de pouvoir faire avancer les choses. Moi, là-bas, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières et c'est un enjeu fondamental. Il faut recycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces deux sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. C'est con, on parle de vêtements, donc si t'as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement, qui est neuve. Aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui vont se créer ont un devoir moral de faire de leur mieux, ou en tout cas avec un engagement. La clé essentielle du féminisme, je pense, c'est la notion de sororité. Et ça, je l'ai beaucoup développé dans mon travail, avec les femmes avec lesquelles je travaille, mes clientes essentiellement. Et voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Quand j'ai eu des bébés, je me disais, mais c'est quand même dingue, on leur met du benzène sur la peau, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si un jour je devais faire quelque chose, je ferais des vêtements où il n'y a pas de produits, dans lesquels il n'y a pas de produits chimiques pour les bébés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Une discussion avec des femmes, entrepreneurs, stylistes, créatrices, mannequins, des femmes bien décidées à se battre pour faire bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de la mode sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi une production humaine, transparente et moins polluante pour notre planète. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je dresse le portrait de ces femmes engagées. Cette semaine, je reçois Naïla Ajaltouni, la coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette, qui agit en faveur du respect des droits humains. Dans cet épisode, on va parler de la force de la mobilisation citoyenne, de l'importance de créer des lois pour réguler l'industrie textile, et on va détailler le modèle Zara à travers une enquête sur la fabrication d'un pull soi-disant responsable. Je vous souhaite une très belle écoute. Et restez connectés, de nouveaux formats débarquent très bientôt en podcast sur Nouveau Modèle. Bonjour Naïla, merci beaucoup de me recevoir dans vos locaux. Comme j'ai vu dans une conférence que tu avais été au Bangladesh, j'aurais aimé savoir ce que tu retenais de cette expérience, si tu avais eu l'occasion de discuter sur place avec des ouvrières ou des ouvriers de l'industrie textile, savoir un petit peu voilà ton ressenti, toi qui connais ce pays. Alors, je suis partie au Bangladesh en octobre 2013, c'est-à-dire exactement 6 mois après l'effondrement du Rana Plaza, donc cet immeuble de 8 étages qui fabriquait pour de grandes enseignes, notamment de fast fashion international, et dans l'effondrement duquel 1138 ouvrières sont mortes. Et c'était aussi une commémoration 6 mois après de cet événement sur place. Et j'y suis allée dans le cadre de mon travail au collectif Éthique sur l'étiquette avec un collègue d'une ONG partenaire, précisément pour rencontrer les travailleurs, mais aussi leurs représentants et les ONG avec lesquels on travaille directement sur place, pour faire un peu un état des lieux de ce qui se passe 6 mois après, quelles sont les préoccupations, et puis recueillir aussi des témoignages, en effet, d'ouvrières, pour qu'on puisse documenter ce que ça veut dire un immeuble qui s'effondre et alimenter notre travail de défense des droits fondamentaux de ces personnes. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de ce voyage au Bangladesh ? Je retiens d'abord beaucoup d'émotions, bien sûr, parce que lorsque cet immeuble s'effondre, c'est effectivement pas une surprise pour moi et pour nos organisations, mais c'est un choc malgré tout. Donc il y a aussi beaucoup d'émotions à palper la réalité des violations quotidiennes des droits humains au travail. C'était aussi l'occasion de découvrir la vie de ces ouvrières à proximité des usines, dans des bâtiments tout à fait rudimentaires où la dignité humaine n'est pas permise finalement, et puis beaucoup d'enthousiasme et aussi de cœur, de part et d'autre, sur place et de notre part, à travailler ensemble, à voir maintenant qu'il y a ça, comment on se saisit de ce drame terrible pour être encore plus fort dans nos actions de revendication auprès des sociétés multinationales et auprès des États. Et c'est pour nous aussi au cœur de ce qu'on appelle ce pourquoi on existe, c'est-à-dire la solidarité internationale, c'est-à-dire se faire l'écho ici parce qu'on le peut et qu'on en a la responsabilité de situation et de lutte
dans les pays en question. Ok. Et d'ailleurs là, début 2019, fin 2018, début 2019, si je ne me trompe pas, le salaire des ouvrières, des ouvriers a augmenté au Bangladesh. Quel regard tu portes toi sur cette hausse ? C'est une hausse qui pourrait passer pour une bonne nouvelle parce que il était temps. Juste après l'effondrement du Rana Plaza, quelques mois après, les ouvrières et les ouvriers ont obtenu de haute lutte une augmentation de 70% du salaire minimum. Donc c'était en 2013, ils sont passés de 28 euros à 60 euros. 28 euros par mois, c'est plus que dérisoire, c'est absolument misérable et c'est scandaleux que ces ouvriers aient pu être payés si peu. Mais en fait, depuis 2013, il n'y avait pas eu d'augmentation. Or, le coût de la vie augmente et donc la demande des ouvriers du textile, c'était un minimum de $100 par mois. En deçà, ils considèrent, et c'est tout à fait vrai, étant donné le coût du panier de biens, que le salaire demeure un salaire de misère. Et l'augmentation n'a pas atteint, on doit être autour de 80 $, donc c'est pas suffisant. Et ce qui a poussé le gouvernement à augmenter les salaires, c'est qu'il y a eu des mobilisations telles depuis un an et demi, une mobilisation de nos organisations internationales, pas seulement d'éthique sur l'étiquette, mais de tout le réseau auquel on participe, des syndicats internationaux, pour faire pression sur le gouvernement du Bangladesh pour qu'il accorde ces augmentations qui sont vitales, nécessaires. Donc nous, on est plutôt en soutien finalement à ce que disent les travailleurs, c'est que cette augmentation est tout à fait insuffisante, qu'il est temps que l'État du Bangladesh se responsabilise et qu'il est temps que les grandes marques qui continuent à produire à bas coût au Bangladesh prennent la conscience aussi qu'elles participent à cette exploitation et qu'on va leur demander des comptes. Ouais, parce qu'il y a eu pas mal de manifestations aussi, de grèves qui sont peu visibles, j'ai l'impression, vu d'ici. Alors moi tu suis, j'imagine, parce que ce sont des sujets qui nous intéressent, mais c'est vrai que c'est encore peut-être un peu visible pour la communauté internationale, quoi. Oui, c'est encore peu visible. Nous, on suit de très près finalement parce que ce sont les organisations avec lesquelles on travaille et donc elles nous demandent qu'on travaille ensemble sur des axes de communication. On relaye ici, on essaie de mobiliser les médias autour de ces sujets, de mobiliser des représentants en France, de contacter les ambassades pour se faire aussi le relais de ces revendications. C'est couvert quand même par quelques grands médias, je dirais presse écrite ou radio, mais pas suffisamment pour qu'on ait une conscience citoyenne globale, d'abord du fait que ces salaires restent misérables, d'autre part du fait que ces travailleurs luttent énormément, fortement, se mettent en danger, mettent en péril aussi leur travail. La réaction du gouvernement a été une très forte répression syndicale avec des poursuites en justice, avec la répression physique, avec des emprisonnements. Et ça, c'est une autre partie du travail, c'est que non seulement il faut soutenir ces luttes, ces combats, mais en plus il faut essayer de les faire sortir de prison et continuer la pression lorsqu'il y a des abus et que leur droit à manifester et à s'organiser est réprimé par le gouvernement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une question là qui me vient à l'esprit. Quand on est sur place, quand on voit, quand on a pris conscience du Rana Plaza, toi qui es allé sur place quelques mois seulement après, quand on rentre, qu'on voit les magasins remplis de vêtements, qu'on voit son armoire, comment on réagit ? Moi, j'ai jamais été une grosse consommatrice, notamment de fast fashion, mais c'est vrai qu'en travaillant au collectif éthique sur l'étiquette, j'ai complètement réduit et consommé différemment, mais j'ai jamais été... j'ai aimé les belles pièces beaucoup depuis toujours, mais alors l'accumulation, pas trop, non. Bon, je pense pas que pour moi ça a eu un effet particulier sur la question des vêtements et leur fabrication. C'est plutôt sur le sort et le courage, l'intelligence, les échanges aussi stratégiques, la nécessité de continuer à travailler ensemble pour faire évoluer ce secteur. C'est plutôt ça que je retiens en rentrant ou dans l'avion, c'est quels échanges on a eu et qu'on n'apprend jamais autant qu'en étant sur le terrain et au plus proche de son sujet. Enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Je suis d'accord. Exactement ce que tu fais. Et d'ailleurs, donc pour préparer cette interview, donc j'ai regardé la conférence dont je parlais en introduction, qui était une conférence TEDx de 2015 et qui s'appelait la force de la mobilisation citoyenne. Et donc justement, je me demandais à quel point cette mobilisation citoyenne peut faire bouger les marques et peut faire bouger les choses. Est-ce que tu as des exemples concrets peut-être à nous donner sur cette mobilisation qui a permis de faire changer des choses ?
Moi, j'y crois très fortement comme un levier crucial, en fait, un levier essentiel. La mobilisation citoyenne, elle peut prendre différentes formes, et l'idée, c'est de dire que les citoyens peuvent agir pour influencer des décisions économiques, politiques, etc., pour appuyer les actions des organisations dont c'est le métier, typiquement de faire pression sur la fast fashion, de faire pression sur les États. Un exemple très concret, c'est que lorsque le Rana Plaza s'est effondré, on essayait déjà de négocier avec les grandes marques internationales ou les grands distributeurs pour qu'elles signent un accord sur la sécurité des usines au Bangladesh, qu'elles s'engagent à financer des inspections de ces usines. Et puis aucune des grandes multinationales se fournissant au Bangladesh n'avait accepté parce qu'elle trouvait l'accord trop contraignant et qu'elles allaient aussi devoir financer ça. Malheureusement, donc ce drame arrive, et en une semaine, Éthique sur l'étiquette, mais aussi notre réseau européen Clean Clothes Campaign, mais aussi les étudiants aux États-Unis, tous les mouvements anti-sweatshops, donc de défense des ateliers des droits, de misère, se sont mobilisés, et c'est de la communication, des outils, des visuels, de l'information, évidemment, tout ça est très organisé. Mais en une semaine, on recueille 1 million de signatures. C'est ce 1 million de signatures qui appuie, nos demandes officielles, politiques auprès de ces marques, et qui pousse H&M à signer le premier cet accord. Et on a besoin d'entreprises comme H&M qui sont des leaders, qui influencent tout un secteur, malheureusement, dans le mauvais sens du terme jusqu'à présent, mais sur lesquels on compte pour qu'elles fassent évoluer leurs pratiques et donc les pratiques de tout le secteur. On a besoin de ces entreprises pour entraîner les autres derrière elles, et c'est ce qui s'est passé. Mais on a de nombreux exemples. On pourrait considérer que une grève, d'une certaine mesure, est un moyen de pression, un moyen d'action. Donc c'est un levier. Il faut avoir avant ça défini des objectifs, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on propose, mobiliser d'autres acteurs. Mais pour moi, c'est ce qui va permettre d'être c'est le déclencheur, en fait. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui nous écoutent sur concrètement ce que eux peuvent faire? Alors, il y a signer des pétitions quand il y en a, j'imagine, mais il y a aussi d'autres moyens, peut-être un peu plus, parce qu'il y a des gens, signer les pétitions, c'est pas forcément leur truc, donc peut-être qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire pour s'engager à leur échelle. Oui, c'est vrai c'est normal aussi d'agir chacun à son niveau, chacun selon son envie, chacun selon la façon dont on est à l'aise. Alors je me souviens plus exactement, mais j'avais proposé 3 niveaux à la fin du TEDx, justement, sur les moyens d'agir. Déjà, les réseaux sociaux nous offrent un outil, et Internet en général, un outil très précieux de diffusion de l'information et de prise de connaissance du sujet. C'est la première façon d'être mobilisé, c'est qu'il faut savoir, en fait. Et ça aussi, c'est notre boulot, d'informer les citoyens. Ça devrait être aussi le boulot des pouvoirs publics, mais pour l'instant, c'est les ONG qui le font, et puis d'autres organisations, puis des journalistes, et puis comme toi ou d'autres. Il y a ça, il y a le fait d'utiliser les réseaux sociaux comme des moyens d'interpellation des marques. Aujourd'hui, beaucoup de consommateurs, surtout des consommatrices, ne nous entendent pas pour taguer et interpeller les marques sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, lorsqu'elles voient que un article les interpelle sur une mauvaise pratique, sur je sais pas, les petits mots qui ont été marqués, glissés par des ouvrières, ou sur les salaires de misère, soit parce que nous on a sorti des rapports, soit parce qu'elles se sont, je féminise que c'est beaucoup de femmes qui se mobilisent parce qu'elles sont informées ou qu'elles ont reçu l'information par ailleurs, et ça fonctionne. C'est-à-dire que bien sûr que chez Zara, chez H&M, mais aussi chez Carrefour, mais il y a des personnes qui sont affectées à voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et à réagir en fonction. Donc ça, c'est très important. Il y a la signature de pétition. Pour nous, c'est très important parce que c'est l'action directe de plaidoyer, ce qu'on appelle de plaidoyer. Donc, c'est ce qui va toucher directement la cible qu'on va faire agir. Et pour nous, c'est important de pouvoir dire, il y a là 140 000 personnes qui demandent que le gouvernement vote cette loi qui va encadrer l'activité des multinationales. Et puis il y a questionner les vendeurs, les vendeuses dans les magasins, écrire aux marques directement, enfin un tas de moyens de donner sa voix sur ces sujets. Ok. Et alors, on a parlé évidemment là du Bangladesh en particulier, mais toi, aujourd'hui, quels autres pays pourraient t'inquiéter ou t'inquiètent sur la pollution ou les droits sociaux liés à l'industrie textile? Est-ce qu'il y a vraiment des pays qu'il faut surveiller? Puis nous, consommatrices, consommateurs, auxquels on doit faire attention quand on les voit sur une étiquette en particulier, ou...
Alors, il y a des pays sensibles parce que ils ont une grande place dans l'industrie mondialisée du textile et de la confection. C'est le cas du Bangladesh. C'est le deuxième pays exportateur d'habillement après la Chine. Donc, quand on voit la différence de taille entre les deux pays, ça dit le poids pour le Bangladesh du secteur du textile. L'autre pays un peu similaire, c'est le Cambodge. Le Cambodge, comme le Bangladesh, dépendent à 80% pour leurs entrées en devises du secteur de l'habillement. Donc, et c'est vrai que ce sont des pays dans lesquels il y a une répression syndicale. Donc, c'est difficile pour les travailleurs de s'organiser pour défendre leurs droits, de donner de la voix. Donc ça, c'est une particularité. À peu près tous les pays de production textile, malheureusement, sont concernés par des salaires trop bas. Des salaires qui sont les salaires minimums qui existent selon les lois locales, mais qui sont très loin de constituer un salaire qui serait suffisant pour vivre. Et on parle une étude globale a été réalisée par le réseau Fair Wage Network, qui montre que quels que soient les indicateurs qu'on prend pour calculer un salaire vital, c'est-à-dire un salaire qui respecte la dignité et les droits fondamentaux, je pense qu'ils ont fait ça sur une dizaine de pays, il faut en général multiplier entre 2 et 3 le salaire de base, 2,5 même et 3. Donc c'est énorme en fait. Là, le Bangladesh, au lieu des 80 actuels, c'est au minimum peut-être 180 ou 200 quoi. Donc c'est absolument considérable. Et puis il y a un autre pays sur lequel on travaille beaucoup, c'est la Turquie, notamment parce que c'est un pays qui est à la fois un pays producteur et consommateur. C'est le cas aussi pour certains pays d'Europe de l'Est. Et là, on a aussi des problématiques de salaire bas, de cadence, peut-être dans des proportions moins dramatiques, je dirais, qu'au Bangladesh ou au Cambodge. Mais en fait, malheureusement, je dirais, l'industrie du textile, de l'habillement étant fondée sur produire à bas coût, dans des délais et des cadences toujours plus rapides, on retrouve les mêmes violations systémiques, en fait. C'est pas vraiment dû au pays. Bien sûr que les pays ont une responsabilité ils maintiennent finalement des salaires de misère pour attirer les investisseurs, mais c'est surtout le fait des politiques globale mise en place par les donneurs d'ordre, les enseignes d'habillement qui vont se fournir dans ces pays. Alors, il y a une chose importante pour nous, c'est que quand on parle de pays à surveiller, moi je trouve ça intéressant, mais pour nous, ONG, pour les pouvoirs publics et pour ces pays, mais pas dans le sens où il faut les boycotter. Ce que disent beaucoup les travailleurs au Bangladesh, alors c'est parfois difficile à entendre, c'est qu'ils ont besoin de cette industrie du textile pour vivre. Moi, je pense qu'il faut de toute façon rationaliser, cesser d'acheter en masse, cesser de fréquenter certaines marques, mais les pays ne doivent jamais être un critère d'achat, parce que d'une part, on ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas comparer un pays à l'autre. Pour le consommateur et même pour nous, c'est impossible. On peut très bien produire au Bangladesh. Il y a de très belles usines. Il y a de très belles broderies en Inde. Il y a, tout comme en Italie, on sait qu'il y a de nombreux ateliers clandestins dans le cuir avec des migrants sénégalais maltraités. Donc voilà, c'est pas pour dire qu'on peut rien faire, c'est pour dire que pour nous, la cible principale, c'est pas le pays, c'est l'entreprise. Ouais, ok. Et j'aimerais aussi parler de votre dernière enquête sur le sweat Zara qui était floqué du mot respect, qui fait partie en plus de leur gamme John Life, donc qui est soi-disant responsable. Alors qu'avez-vous découvert? Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu? Alors moi je l'ai lu, mais bon c'est voilà pour les gens qui nous écoutent, savoir ce que vous avez mis en lumière quoi. On est parti avec un cabinet d'expertise dont c'est le métier, avec nos collègues en Europe, donc là en Suisse et aux Pays-Bas, décortiquer le modèle Zara. C'est-à-dire qu'on s'est dit finalement, nous l'objectif de ce rapport c'est alerter sur la question du salaire vital, du modèle économique de Zara, du fait qu'il faille des normes internationales pour empêcher de faire des profits à tout prix, même en exploitant la misère du monde. Et on s'est dit, on est tombé sur ce sweatshirt tellement emblématique parce qu'il reprenait le mot donc respect, en plus avec des tirets entre chacune des lettres et en reprenant en dessous la baseline find out what it means to me, c'est-à-dire les paroles d'Aretha Franklin en fait, qui revendique son droit au respect en tant que femme, et que Zara a floqué sur ce sweatshirt. Donc on s'est dit, on n'arrive pas à savoir, on n'arrive pas à avoir l'information parce que Zara est une des entreprises les plus opaques et le groupe Inditex qui détient d'autres marques en général. Donc on va essayer de mener l'enquête pour savoir si ce sweatshirt qui est censé
respecter apparemment quelque les chose. Droits, et voilà, c'est ça. Comment se décortique son prix quand on le vend à 27 €, quand Zara le vend à 27 €, c'est pas très cher. Combien va à la confection, combien va aux ouvriers, combien va au flocage, enfin à l'impression, combien va à la culture du coton et combien va à Zara, combien Zara empoche. Et donc c'est la première fois qu'on fait ce travail, pas seulement sur la confection, mais depuis la graine de coton plantée en Inde. Donc on a obtenu de Zara, donc c'est un ticket Made in Turkey sur le sweatshirt, donc on sait que au moins les étapes de confection étaient faites là-bas. On a demandé à Zara, je crois qu'on a mis 3 mois pour savoir d'où venait le coton. On a obtenu juste ces informations-là et à partir de là, on a mené l'enquête. Et voilà, on a pris des partis pris, je dirais, de méthode qu'on explique dans le rapport pour décortiquer ce sweatshirt. Et à côté de ça, on a dit, voilà, si le salaire vital était respecté à chaque étape, voilà la découpe actuelle du sweatshirt, voilà la découpe idéale si le sweatshirt avait respecté les droits fondamentaux de tous ceux qui l'ont fabriqué. Et ça montre un grand écart, bien sûr, entre ce que Zara devrait empocher sur ce type de sweatshirt et ce qui revient aux travailleurs. Et d'une manière générale, on explique aussi le modèle Zara, comment son PDG Armancio Ortega a créé un modèle qui lui permet aujourd'hui d'être le 6e homme le plus riche de la planète. C'est donc un modèle qui a été très très rentable pour lui, mais qui laisse dans la misère des milliers de travailleurs. Donc on revient aussi sur comment Zara fonctionne, comment ils attirent les consommateurs avec des collections courtes, avec des collections éphémères. Zara est une des entreprises qui vend le moins en soldes comparé aux autres marques de fast fashion, donc ils n'ont pas besoin des soldes. Donc on dit surtout qu'une entreprise comme ça là a tous les moyens de permettre que les travailleurs gagnent un salaire vital. Et on appelle enfin dans les recommandations à ce que on adopte des règles et des lois au niveau international notamment pour que toutes les entreprises transnationales, et ça c'est une illustration, soient obligées d'inclure le respect des droits fondamentaux, le respect de l'environnement dans leur modèle de production. Ouais. Parce que j'ai noté aussi les chiffres juste pour donner une idée aux personnes. Ouais. Donc sur le prix moyen, tu disais c'est à peu près 27 € pour le sweat. Donc Zara capte un bénéfice de 4,20 €. Donc il reste un peu plus de 2 € pour rémunérer l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, donc de la culture du coton jusqu'au flocage, respect, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça sur toute la chaîne. C'est plus du double pour la marque sur un sweatshirt. Et là, c'est un sweatshirt de base. On peut considérer que Zara, c'est pas le produit sur lequel il va le plus marger, mais sur d'autres produits, on peut avoir des sommes beaucoup plus importantes. Donc, il faudrait beaucoup de moyens et de temps pour étudier d'autres. Ouais. Mais oui, le chiffre que tu donnes pour nous, c'est le plus emblématique, et on montre qu'il faudrait. Alors, je reprends. Ah oui, ça je l'ai pas noté. Combien il faudrait Il faudrait passer de 2,08 à 3,62 pour permettre de rémunérer l'ensemble des travailleurs à un salaire vital. Donc d'une part, ça montre que 3,62 €, c'est pas grand-chose pour rémunérer tous les travailleurs, donc c'est faisable. Et ça montre surtout que donc le bénéfice de Zara devrait passer de 4,20 à 0,58 € s'il maintient ce prix-là. Donc ça veut dire qu'il est encore tout à fait bénéficiaire sur un sweatshirt et que par ailleurs, pour nous, l'idée c'est que ça ne devrait jamais coûter moins de 3,62 €, et ça c'est un salaire minimum quand on parle de salaire vital, quoi, hein, exactement. Donc, tout à fait. Si c'était un peu plus, ce serait encore mieux, mais déjà... Donc il y a de la marge, et c'est un modèle à déconstruire en fait. Ouais. J'aimerais aussi qu'on parle un peu plus globalement du collectif Éthique sur l'étiquette. Peut-être rappeler en quelques mots vos missions, ce que vous faites concrètement pour expliquer très simplement et succinctement aux auditrices, aux auditeurs, quel est le rôle du collectif. Alors, le collectif Éthique sur l'étiquette, déjà, c'est un regroupement en fait d'orgas. Donc, il y a des syndicats, des organisations de défense des consommateurs et des ONG. Donc, on va retrouver la CFDT Solidaire, on va retrouver Oxfam France, ActionAid, voilà, qui ont décidé de créer, donc de se retrouver dans une association pour avoir une action assez circonscrite, c'est-à-dire la défense des droits fondamentaux au travail dans les chaînes de sous-traitance mondialisées, mais on travaille quasi exclusivement depuis quelques années sur le
le secteur de l'habillement. Donc notre but, c'est on est vraiment un collectif de pression, en fait, de pression citoyenne sur les grandes enseignes de l'habillement. On s'attaque à la mode mainstream, à la fast fashion, cette mode jetable qui a des impacts considérables sur l'environnement et les droits fondamentaux, pour qu'elles changent leurs pratiques. On cherche à peser auprès des États, donc du gouvernement français, mais aussi de l'Union européenne. Et en ce moment, on travaille au niveau onusien pour qu'il y ait des réglementations internationales qui rendent responsable un donneur d'ordre. C'est comme ça qu'on parle, qu'on qualifie les enseignes, parce qu'elles placent des ordres auprès de fournisseurs à l'international, qui les rendent juridiquement responsables du sort, en fait, ou des impacts sociaux, des impacts environnementaux de leur activité en dehors des frontières, sur toute leur chaîne d'approvisionnement. Et pour ça, on a un levier qui est donc la mobilisation citoyenne, et puis un tas d'actions où on va sensibiliser les citoyens pour les amener à se mobiliser avec nous, documenter les violations. Donc voilà, on fait ce type de rapport, et on participe beaucoup au débat public en tant qu'ONG spécialisée sur ce sujet. Ok. Et toi, tu as rejoint donc le collectif en 2007, c'est ça? Oui. Donc entre 2007 et 2019, ça a dû voir pas mal d'évolutions de tous à la fois des consommatrices, consommateurs, mais des marques et tout. Est-ce que tu peux faire un petit bilan ou c'est un peu compliqué comme question peut-être, mais rapidement savoir voilà, parce que ça fait quand même pas mal d'années. Ça donc, fait 10 ans. Ouais. Je dirais que pour nous, en tout cas, il y a une évolution qui est de dire que sans l'État, sans des normes, sans des règles, l'autocontrôle des entreprises, ça marche pas. Dans ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, ou les politiques de développement durable, qui se limitent à ce que les entreprises mettent volontairement en œuvre, en gros, pour limiter des dégâts, ça marche pas. Donc, il faut qu'on en passe par des lois, par la législation, et c'est pour ça qu'on a travaillé des années sur la loi devoir de vigilance, dont on va peut-être reparler. Ouais. Mais que cette pression sur les entreprises, elle demeure essentielle, parce que leur image est importante, parce que c'est notre moyen d'action, et parce que ça nous aide à faire en sorte qu'on dise aussi aux législateurs, et voyez bien, il faut des lois, on peut pas protéger les droits humains. Manifestement, les entreprises le font pas toutes seules, parce qu'elles privilégient le profit. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, peut-être un peu plus interne. Peut-être l'autre grande évolution, c'est bien sûr la prise de conscience citoyenne. C'est-à-dire, moi, je mets sur une note vraiment positive les 2 dernières années de travail au même plan quasiment que les 8 d'avant, en termes de prise de conscience, de sensibilité des citoyens, des consommateurs à ces questions, et des gens qui sont pas du tout militants, hein. Enfin, parce que nous, j'ai pas précisé, mais on a un réseau d'une 20aine de collectifs locaux présents en France qui relayent nos actions, organisent des débats, font des actions où ils s'effondrent devant les boutiques pour alerter l'opinion. Donc ça, c'est très précieux pour nous. Mais cette prise de conscience, elle est vraiment importante, et elle commence aussi à passer à l'action. Alors, ça se traduit pas forcément dans les actes d'achat encore, quoique. La seconde main commence à pris 30% de croissance cette année, c'est énorme. Mais l'aspect un peu plaideur citoyen, titilleur sur les réseaux sociaux, signataire de pétitions, commence aussi à prendre. Et pour ça, alors il y a l'aspect environnemental qui a beaucoup joué. Mais ça, c'est ça permet de donner de l'espoir sur le fait qu'on puisse que le secteur du textile pourrait être un levier de changement. Ouais. Et tu dirais donc que c'est plus l'environnement qui pousse les gens à s'engager sur ce sujet que les droits sociaux? Je pense qu'autour du Rana Plaza, il y a une forte... Et avant, on avait fait une campagne sur le sablage des jeans, par exemple, la technique du sablage qui était inconnue. C'est vraiment nous qui l'avons portée dans le débat public, etc. Peut-être pour rappeler rapidement, c'est pour délaver le jean, et c'est hyper toxique à la fois pour l'environnement et pour les gens aussi qui pratiquent cette technique. Surtout pour les gens, pas vraiment pour l'environnement, mais l'idée, c'est d'utiliser du sable qu'on va projeter à forte pression pour user la toile, exactement, donner un aspect vintage. Et c'est extrêmement rentable parce que les ouvriers ou les fabricants qui faisaient ça en Turquie utilisaient du sable de mer, donc ça leur coûte rien. Par contre, les particules dégagées provoquent la silicose chez les travailleurs, qui est une maladie pulmonaire incurable, alors qu'on a tout à fait d'autres moyens. D'abord, on peut user son jean soi-même, et les marques pourraient créer de la mode qui soit pas une mode de tueuse. On avait appelé la campagne « Il est mortel ce jean ». C'était malheureusement au sens propre. Et que on a évidemment d'autres techniques si les marques veulent donner un effet usé. Et donc on voulait
que cette technique soit interdite et qu'elle puisse être sanctionnée quand elle l'utilisait. Donc il y a eu quand même d'autres moments où on a vu une sensibilité et on a pu toucher beaucoup de gens. Le Rana Plaza a été aussi un déclencheur très fort, mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, on voit que la question environnementale a pris vraiment d'ampleur, avec notamment aussi un travail journalistique qui s'est beaucoup développé sur ces impacts environnementaux. Macron a confié notamment aux entreprises du luxe, de coordonner un groupe de travail, un travail pour réduire leur impact environnemental. Bon, ce qui montre malheureusement où on en est, c'est qu'encore une fois, on confie aux entreprises toutes seules de se limiter, ce qui ne fonctionne pas évidemment. Mais on voit que tout ça répond à des demandes citoyennes, bien sûr, et des consommateurs. Ouais, tu parles du Fashion Pact. Oui, le Fashion Pact, tout à fait. Parce que j'avais prévu une question sur ça. Oui, j'ai mangé le mot, mais c'est ça, le Fashion Pact. Comme c'est un pacte volontaire sur ces questions-là, c'est vrai qu'on peut se demander dans quelle mesure les entreprises vont suivre ce qu'elles s'imposent à elles-mêmes, quoi. Oui, mais c'est une très bonne question que tu poses, et nous on fait l'expérience. Il y avait déjà des codes de conduite, il y avait déjà les chartes éthiques, et le résultat de ça, c'est que effectivement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que il y a une rentabilité, et qu'aujourd'hui, en partie, respecter les droits humains, ça coûte, respecter l'environnement, ça coûte, et il faut que ce coût soit obligatoire. En fait, c'est ça qu'on cherche à faire, plutôt que de dire je fais du business et puis je vais en gros recycler mes papiers et puis faire un don à une fondation avec des petits orphelins. C'est pas ça l'idée. C'est dès le départ, quand on fait du business, il faut que sache que ce business ne viole pas les droits des personnes, ne détruit pas l'environnement, mais assure un salaire vital, des horaires de travail décents, une sécurité à l'emploi, le droit de s'organiser, limiter les déchets, les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour tout ça, ça veut dire revoir son modèle économique. Donc c'est pas complètement à jeter, parce que ça montre, pour moi, ce qui est important, c'est que ça montre l'attente. Pour que Macron ait fait ça autour du G7, c'est que je pense qu'il sent bien que c'est un sujet important pour les citoyens et qu'on pourrait aussi l'attendre là-dessus. Mais voilà, c'est un pacte-là qui ne considère que les aspects environnementaux. Ça montre bien que la question sociale, elle fait tellement partie du modèle qu'on fait comme si c'était pas important finalement. De toute façon, c'est comme ça, on va dans des pays à bas coût, ça ne doit pas être comme ça. Et que, encore une fois, si c'est juste dire volontairement ce qu'on veut bien faire, avec des échéances à 2050, c'est la mauvaise route. Ouais. Et c'est un peu ce que vous avez voulu faire aussi avec la loi sur le devoir de vigilance. La loi a été adoptée en 2017. Exactement. Donc là, maintenant, on est en 2019. Alors peut-être que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est cette loi et pourquoi vous avez voulu la mettre en place, et surtout 2 ans après, on en est où? Alors c'est une loi qui ne concerne pas que le secteur textile, pour laquelle on a travaillé avec un collectif d'ONG et de syndicats comme Amnesty International, les Amis de la Terre, Sherpa, tous les syndicats. Donc on a été un noyau là de 5-6, mais soutenu par une trentaine d'organisations et par des députés qui ont bien voulu et qui sont engagés avec nous pour élaborer une proposition de loi française qui nous a demandé 5 ans de travail, 5 ans d'argumentaire, 5 ans de travail juridique, 5 ans de bataille contre les lobbies économiques, les fédérations patronales qui ne voulaient pas qu'on les oblige à faire quelque chose dans le cadre d'une loi. Et finalement, cette loi, notamment parce qu'il y a une mobilisation citoyenne très importante qu'on a suscitée, bien sûr, il faut accompagner cette mobilisation, a finalement été adoptée. Alors, elle contraint tous les grands groupes français, donc on parle des entreprises françaises qui ont plus de 5000 salariés en France, ou plus de 10 000 salariés en France et dans leurs filiales. Et par entreprises françaises, on parle aussi des filiales françaises de groupes internationaux. Et elles ont l'obligation, tous les ans, avec le rapport d'activité, de publier un plan de vigilance. Donc, ça s'appelle la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. Elles doivent publier un plan de vigilance dans lequel elles vont identifier les risques d'atteinte aux droits fondamentaux, les dommages à l'environnement qu'elles peuvent causer à travers leur activité partout où elles opèrent dans le monde. Donc, elles doivent cartographier ces risques et surtout, c'est le plus important, dire les mesures qu'elles vont prendre pour prévenir ces risques. Et ça, c'est une obligation. Si elles n'établissent et ne publient pas ce plan, on peut saisir un juge, et c'est ce qui se passe en ce moment, qui va les contraindre
peut-être sous astreinte financière, à publier ce plan. Et puis l'aspect révolutionnaire, parce que c'est une loi vraiment pionnière, unique au monde, et qui est en train d'alimenter et de susciter des discussions, et puis d'autres pays européens nous emboîtaient le pas, et puis le niveau international également sur ce modèle. On pourra, en cas de dommages graves ou d'atteinte grave aux droits fondamentaux, imaginons un nouveau Rana Plaza, une pollution massive dans un pétrolier par exemple, saisir un juge en France qui pourra décider, voir au terme d'une enquête, si le dommage a été causé parce que l'entreprise n'a pas été vigilante, parce que son plan n'était pas bon, parce qu'elle a manqué à cette nouvelle obligation qui lui est faite par cette loi d'être vigilante sur les droits fondamentaux et l'environnement, et dans le meilleur des cas, que les victimes puissent obtenir réparation. Et ça, pour nous, c'est le cœur de la loi, c'est ce qui n'existe pas dans le système international. C'est une brèche dans l'impunité dont bénéficient aujourd'hui ces grandes entreprises dans la mondialisation. Donc c'est un premier pas vers une activité économique, on l'espère, plus respectueuse des droits. Ouais. Et on peut y croire vraiment que la justice va jouer ce rôle-là ? Oui, nous on y croit fortement. En fait, d'une part, c'est pas une panacée, c'est une loi qui est aussi un compromis. On n'a pas pu obtenir dans cette loi tout ce qu'on aurait souhaité. Par exemple, la charge de la preuve repose encore sur les victimes, c'est-à-dire c'est aux victimes de démontrer le dommage, la faute de l'entreprise, le lien de causalité. Alors quand on est en milieu rural en Inde, comment on va les démontrer que c'est Michelin ou inverse, ou du Bangladesh à H&M par exemple. Mais ça va être le rôle de nos organisations. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est la première fois qu'on crée du droit dur. Voilà, on parlait du Fashion Pact. C'est la première fois en France qu'au niveau mondial, on décide de dire on va plus se satisfaire d'engagements non contraignants, on va créer du droit dur, et là, le juge pourra être compétent. Donc, bien sûr, il y a déjà des mises en demeure sur les plans. Nous, on fait un travail, on essaye de faire un travail régulier. On a sorti un rapport collectif il y a 1 an qui montre que les premiers plans sont très décevants, trop succincts, et que les entreprises n'ont pas pris encore la mesure de cette obligation. Je pense qu'il faudra quelques années pour qu'elle s'installe, parce que faut aussi reconnaître que c'est un énorme travail pour ces entreprises, ne serait-ce que pour remonter leur chaîne d'approvisionnement. Mais c'est aussi ce que souhaite la loi, c'est que les entreprises ne puissent plus dire « je ne savais pas que je sous-traitais au Rana Plaza ». C'est tout à fait possible, mais c'est exactement ce qui est inadmissible. Et on se rend compte d'ailleurs dans votre enquête sur Zara, là, sur le sweat, que c'est toujours la même chose, qu'il y a des intermédiaires, on sait pas trop, ils vous disent, attendez, nous on savait pas, il faut qu'on mène l'enquête en interne, Exactement, ça décortique ce système, en fait, depuis, les années 80, et ça s'est accéléré avec la mondialisation, la libéralisation notamment du secteur dans les années 2000, c'est qu'on n'a plus une entreprise qui possède ces ateliers, ces unités de production, et qui est donc responsable de ses salariés. C'est un système de chaîne de sous-traitance où on contractualise avec un maillon qui contractualise avec un autre, etc. Ou on contractualise avec plein de maillons. Et donc, en diluant la chaîne de sous-traitance à travers des dizaines, des centaines, des milliers de sous-traitants et de fournisseurs, et sur de très nombreux pays, les entreprises ont dilué aussi leurs responsabilités. Et là, on essaye de la même manière que l'argent, les capitaux, les bénéfices remontent à la maison mère, on essaye de faire en sorte que la responsabilité remonte à la maison mère. Ouais. Et on peut les consulter, ces rapports, nous, citoyens, citoyennes ? Alors, les rapports des ONG, oui. Les plans, malheureusement, c'est fait partie du travail qu'on continue là de mener, c'est qu'on demande au gouvernement qu'ils suivent la mise en œuvre de cette loi. Aujourd'hui, on n'a jamais obtenu de liste des entreprises concernées. Qui sont ces entreprises de plus de 5 000 et plus de 10 000 pour qu'on puisse bien sûr surveiller. Il n'y a pas de site qui centralise ces rapports, donc vous pouvez faire le test chez vous, tapez plan de vigilance. Alors soit c'est parce que l'entreprise n'est pas concernée par la loi parce qu'elle est trop petite ou qu'elle n'a pas le bon statut, mais on peut les trouver normalement, oui, en tout cas ça doit être publié, mais c'est difficile, c'est ça que je veux dire, normalement c'est publié, c'est une obligation sur leur site web, mais c'est difficile. En revanche, ce qu'on a fait, 2 ONG collègues, le CCFD et Sherpa, ont créé un site web qui s'appelle plan-vigilance.fr, il me semble, où elle-même tout ça de toute façon dans les notes de l'épisode, super, dans les détails. Oui, ça va être plus simple, ou dans lesquelles elles ont fait ce travail de croiser des bases de données. Donc là, on a réussi à trouver 200 entreprises qui seraient concernées. On va essayer de centraliser les plans, mais c'est avant tout le travail du gouvernement plutôt que des ONG, parce que nous, ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et qu'on a
aussi d'autres combats à mener. Et que pour vous, c'est moins simple, quoi. Bien sûr, pour nous, c'est moins simple. Ouais. Donc après, nous, on peut aussi tout à fait les demander à l'entreprise. Et moi, je trouverais super que les gens qui nous écoutent ou les citoyens en général disent, bon, bah, moi, j'aimerais bien trouver votre plan. Alors, malheureusement, Zara et H&M ne sont pas concernés par cette loi, parce qu'elles, ce sont des SARL, donc leur statut juridique malheureusement les exclut de la loi, mais pour nous, loi ou pas, elles doivent aussi publier ce plan de vigilance parce que cette loi a quand même été accélérée par l'effondrement du Rana Plaza et que ces deux grands groupes ne se sentent pas concernés par ce type de mesures. Ça en dit long aussi sur l'écart entre leur communication, de responsabilité environnementale et sociale et leurs actes. Et tu dis aussi, alors là je sais plus si je l'ai lu ou si tu l'as dit lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté, que les marques confondent transparence et communication. Oui, c'est mon grand dada en ce moment. C'est que on a demandé aux marques d'être plus transparentes, de dire ce qu'elles faisaient. Et pendant longtemps, elles n'ont pas voulu. C'était le secret total, etc. Et puis la pression citoyenne a permis de les faire bouger et parler. Et aujourd'hui, on parle de transparence. Donc on mène plein de collectifs, plein d'ONG, les gouvernements, tout le monde demande de la transparence. Et les entreprises se sont dit, bon, bah, très bien, on va communiquer et comme ça, on va montrer qu'on est transparent. Ce qui conduit par exemple H&M à sortir en grande pompe avec des communiqués de presse reprises dans de nombreux papiers. H&M publie la liste de ses fournisseurs. Et ce qu'il publie, il dit vous pourrez tout savoir en gros sur le vêtement en cliquant sur le vêtement sur le site web. En fait, ce qui apparaît, c'est le nom de l'usine où c'est confectionné et le nombre de salariés. Et on ça, a envie de dire encore heureux, ils savent ça. Exactement, encore heureux. Et surtout, à quoi ça nous sert de savoir que l'usine s'appelle, je sais pas, Texicom dans la banlieue d'Izmir en Turquie et qu'il emploie 2000 personnes. C'est pas ça l'info dont on a besoin. Ça, c'est l'info que H&M décide de communiquer pour faire semblant qu'ils sont transparents. Donc la communication, c'est qu'aujourd'hui les marques utilisent la divulgation d'informations pour redorer leur image. Donc elles communiquent ce qu'elles veulent. Donc c'est des stratégies de mise en confiance des consommateurs et de riposte finalement. Alors que la transparence, c'est un acte plus politique, je dirais, enfin bon, peut-être pas, mais c'est de donner la réalité de ce qui se passe dans leur chaîne de sous-traitance. Moi, je veux pas savoir le nom de l'usine, je veux savoir combien les travailleurs sont payés. H&M nous dit que ces travailleurs sont mieux payés qu'ailleurs. Je veux savoir, dans cette usine en question, quel est le salaire minimum dans la région en Turquie et combien les travailleurs qui travaillent pour H&M dans ces usines gagnent. Est-ce que c'est vrai qu'ils gagnent davantage puisque H&M est censé avoir toute une politique sur la question. On veut savoir au-delà de la confection, d'où vient le coton, comment ça a été floqué, comment ça a été imprimé. C'est ça qu'on veut savoir et on veut savoir concrètement comment H&M, quelles mesures ils mettent en œuvre. C'est-à-dire la transparence, elle doit justifier la communication. Il ne s'agit pas juste de dire on est mieux, il s'agit de dire comment on est mieux et comment on n'est pas mieux pour donner une information non tronquée aux consommateurs. Et ça, pour moi, c'est la grande différence entre exercice de com et réelle volonté d'information pour progresser dans ces pratiques. Ouais. Et alors, pour parler aussi un petit peu de toi et de tes engagements, donc je le disais, tu as rejoint le collectif Éthique sur l'étiquette en 2007. Pourquoi ? Comment tu en es venue à t'engager auprès de ce collectif-là ? Moi, c'est mon métier, en fait. Donc, je suis arrivée en 2007. Le collectif existait depuis 95. Donc, j'étais pas, heureusement, du 95. Mais entre 2005 et 2007, il a cessé de fonctionner. Il y avait 6 salariés. Puis, il a perdu des financements. Il y avait besoin de rénover le projet, de remonter un nouveau projet. Donc, les organisations membres ont constitué une association, collectif éthique sur l'étiquette. Et ont relancé, un poste en recherchant quelqu'un pour relancer justement cette mobilisation en passant de 6 à 1 personne. Donc moi, je suis arrivée à ce moment-là. Donc je suis salariée de cet orga. Et avant, je vais travailler déjà dans le milieu des ONG de solidarité internationale, donc depuis 2003. Sur des sujets tout à fait différents. Moi, je suis économiste de formation. J'ai étudié l'économie internationale et puis à l'époque, ça s'appelait un DESS, pas un Master 2, mais de développement, d'économie des pays en développement.
Et je dois dire que, j'ai une vraie passionnée d'économie au sens large, et que quand j'étais, que j'ai découvert ça en terminale, et puis à la fin, après à la fac, ça a été une vraie façon de comprendre le monde, de comprendre les rapports humains et d'organisation, parce qu'en fait, et j'avais à cœur que l'économie, on cesse de la réduire à la finance, à la productivité, à la loi du marché, que l'économie, c'est avant tout la façon dont les êtres humains s'organisent et interagissent. C'est ça, en fait. Et c'est au contraire, ça donne plein de possibilités, et ça n'est pas une science exacte, et voilà. Et donc, je travaillais sur des questions un peu plus macroéconomiques, plus politiques, plus larges, avec des horizons qui étaient plus difficiles. Comment on fait pour annuler la dette du Bénin et de 15 autres pays, et quand donc je connaissais bien Éthique sur l'étiquette, parce que dans le milieu des ONG, c'est un collectif très connu, je me suis dit que ça m'intéressait beaucoup de travailler plutôt sur l'acteur économique, que probablement on allait pouvoir peut-être avoir un levier plus important, avec des combats d'être un peu plus concret et un peu plus qu'on pouvait faire avancer davantage. Et donc à la fois cette question d'acteurs économiques qui était un peu oublié finalement, parce que dans la mondialisation, les entreprises transnationales ont pris une importance folle qui dépasse le pouvoir des États, et le côté un peu concret du passage à l'action m'ont intéressé, et je trouvais qu'il y avait vraiment là de quoi faire un collectif très fort de pression, et j'ai toujours aimé ou beaucoup travaillé de toute façon en collectif, avec des collectifs d'orgas. Je crois que ça, c'est un maître mot. Et on voit aussi que dans la mode responsable, ça s'organise aussi beaucoup. On essaye de mettre en commun, de se rapprocher, de se coordonner. Ça donne beaucoup de force et ça donne plus de poids. Ouais. Et avant de rejoindre le collectif, justement, tu avais conscience des dérives de l'industrie textile ? Alors, justement, l'économie spécialisée sur l'international et pays en développement, je pense que ça rejoignait probablement des valeurs que j'avais, qui m'ont été transmises dans le cadre familial, leur non militant du tout, mais un minimum de valeurs, de solidarité, etc. Et donc, le secteur des ONG, il s'est un peu imposé à moi, quoi. C'était un petit peu une évidence que je pouvais pas travailler ailleurs que dans des collectifs, ou des organisations, oui, plutôt à but non lucratif, dans lesquels on allait plutôt défendre des causes et la question des droits. Et donc, ça donne forcément une conscience, d'une manière générale, des inégalités de pouvoir, des équilibres entre pays, entre régions, des inégalités, oui, bien sûr, au sein des individus, et puis des inégalités de richesse entre des pays, mais aussi entre des personnalités, et puis entre des entreprises et des populations. Donc, d'une manière générale, j'avais un peu connaissance de ces enjeux, mais sur la question spécifique de l'habillement, c'est vraiment le fait d'y travailler qui m'a... Alors, autant je faisais un tas d'autres engagements, etc., mais sur la prise de conscience personnelle, oui, bien sûr, c'est normal. C'est une fois qu'on la touche, une fois qu'on la connaît, qu'on est capable de se dire, en fait, même si je vais que 3 fois chez Zara par an, moi, c'était plus possible d'aller du tout chez Zara et ailleurs. Et on se rend compte surtout qu'on s'en passe très bien. Mais bon, on peut faire ça dans un tas de secteurs. Mais non, c'est vraiment le fait d'y travailler, de décortiquer les modèles, de voir aussi les rapports de force, de voir l'impact que ça a sur les travailleurs et comment eux-mêmes s'organisent, comment travaillent en réseau international pour être une force internationale qui pèse aussi sur ce grand secteur qui est censé être quand même beau et cool et chouette et gratifiant, et c'est un métier de création avant tout. Moi, j'adore. En fait, la mode, on parle de quoi ? On parle de gens, de valeurs, de matière, de création. Ça devrait être que ça. Et c'est vraiment tout ça qui m'a permis d'avoir vraiment conscience des enjeux et donc d'arrêter un tas de choses. Et aujourd'hui, si je te dis que tu es une personne engagée, tu me réponds quoi ? Oui, bien sûr, très engagée, très militante. Ça ne veut pas dire sur tout, évidemment. Et je peux pas vraiment dire que dans ma vie quotidienne, je voudrais être honnête aussi. Moi, personnellement, je milite pour d'autres choses à côté. J'ai pas un engagement nuit et jour. Ça fait aussi partie de mon travail. Et c'est important de distinguer les deux parce qu'il faut qu'on garde la tête froide quand on est employé à défendre ces causes-là. Et donc après, oui, je suis très engagée, très militante sur d'autres sujets. Mais voilà, ça m'empêche pas d'adorer la viande bleue et de voyager de temps en temps, évidemment, quoi. Ça doit pas être évident, ça, d'ailleurs, de faire la distinction entre son engagement au travail et son engagement personnel. Même si les deux se mélangent, finalement. Exactement, c'est que la distinction n'est pas si tranchée. En revanche,
quand on doit de toute façon faire des rapports, dialogue, être confronté à des responsables d'entreprises, voir des travailleurs, on est obligé d'avoir, finalement ça devient une expertise, et c'est comme dans tout métier, on est obligé aussi d'avoir une distance avec son sujet, parce que il y a d'autres choses, là cette structure, je suis en charge aussi de la recherche de fonds, du porte-parole là, il faut faire tourner l'association, donc il y a un tas d'autres choses moins glamour, je dirais, comme dans tout travail, et je pense que on est obligé d'avoir cette distance avec son objet pour dépasser en fait, et puis savoir le traiter comme un sujet professionnel, parce qu'on a en face de nous des mastodontes dans les entreprises, et puis des députés, et puis des ministères, etc. Donc là, il y a moins de place pour quelque chose qui relèverait du très personnel et de l'engagement. Et puis, je pense que naturellement, c'est sûr que le week-end ou le soir, j'ai envie de faire autre chose que de militer pour la défense des droits des travailleuses. C'est tout le temps là, mais je vais aller plus facilement à une conférence sur un autre sujet ou participer à une autre action, tout comme je vais aller plus facilement boire des coups, bien sûr, ou à la piscine. Et quels sont alors tes autres engagements, ceux qui t'animent au quotidien en dehors du travail? J'ai fait partie d'une assoce qui existe toujours, mais on est un peu en stand-by, qui s'appelle le REDH, Réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme. C'est une assoce d'activistes, de copains en France. Et là, on a travaillé plutôt sur le droit à la sûreté, les violences policières, l'information des citoyens sur leurs droits. On avait fait une grosse campagne pour éviter que les forces de l'ordre puissent être dotées du taser en France, qui est donc les pistolets à impulsion électrique, qui dotaient pas encore la police nationale. Donc on avait attaqué le décret, on avait sorti un kit CUF qui explique quels sont ses droits, tout simplement, et avec des copains juristes notamment, mais pas que. Donc ça, c'est une question qui me touche beaucoup, la question des violences policières, et puis la question des migrations, des droits des migrants. Et pour moi, ça se rejoint. C'est un peu la façon dont on a une espèce de violence et de segmentation de la société. Et là, le recul sur l'état de droit, là pour le coup, ça m'inquiète beaucoup, et c'est un peu moins sympa, je dirais. Pourquoi ces deux-là en particulier? Ça vient de ton éducation, Écoute, pas du tout, parce que j'avais des parents plutôt sur des sujets sociaux, mais plutôt de l'ordre de les troubles psychologiques, voilà. Mais non, je saurais pas te dire. Je pense que les rencontres y ont fait beaucoup. Et puis souvent c'est les questions d'injustice, de choses qu'on supporte pas, d'inégalités. Et moi, c'est vrai que j'ai une sensibilité très forte aux inégalités de richesse. Je pense qu'on aurait dû interdire l'accumulation du capital. On aurait dû interdire d'énormes mastodontes comme Amazon. Ça veut pas dire qu'on peut pas être riche, on a le droit, mais qu'il faut des limites. On n'a jamais autant créé de richesse dans le monde, on n'a jamais autant de pauvreté, d'inégalité. Pour moi, c'est insupportable. Et puis le recul des droits, je pense. Pour moi, c'est une grande injustice quand on manifeste et qu'on perd un œil, quand on est un enfant de banlieue et qu'on est mis à genoux parce qu'on est noir ou arabe, et que voilà, et qu'en face, en fait, on a une impunité. Donc ça, c'est un peu les choses, j'imagine, qui me meuvent, quoi. Ouais, qui t'animent. Oui. Et d'ailleurs, et sur l'industrie textile et la mode, tu en parles avec ton entourage? Est-ce qu'il y en a encore qui vont chez Zara, H&M? Est-ce que tu as des débats? Ils n'osent plus, en tout cas, ils me le disent pas si c'est le cas. Non, très souvent, on me dit j'ai honte, c'est horrible. Je reçois des textos de copains en me disant c'est horrible. J'ai été chez Zara, mais c'est parce que je devais, donc c'est justifie. Donc voilà, moi je suis morte de rire. Ouais. On me pose aussi parfois des questions pour les enfants, par exemple, où on me dit mais c'est horrible, à chaque fois que je vais acheter un truc, à cause de toi, je sais plus quoi faire, et puis du coup j'ai rien acheté. Et donc c'est plutôt super. Il y a beaucoup de soutien, de prise de conscience. Et puis après, on parle plutôt du boulot plutôt que de ce qu'il faut faire entre les copains du milieu. On parle plutôt d'une manière générale, comme on échangerait sur nos boulots, sur plutôt ce qu'on fait les entreprises ou les difficultés qu'on rencontre avec des ministères ou le gouvernement, plutôt que nos actes de consommation. Ok. Et alors la dernière question rituelle du podcast, est-ce que tu as des modèles dans la vie?
Oui, j'ai été fan d'économistes, que j'ai découvert au fil de lecture, d'études, etc. Enfin, je peux aller de Marx à Stiglitz, des gens qui ont apporté à ma prof, Isabelle Coupet, que je retrouve de temps en temps dans les médias avec grand plaisir. Je me dis qu'on a été bien élevés en économie, c'est bien, parce que c'est des gens qui ont réfléchi à un autre monde, qui ont réfléchi à la question des rapports de force, la répartition des richesses. Voilà, encore une fois, je crois que ça m'a Galbraith ou voilà. Et puis oui, tu parlais de bouquins, ça c'est vrai que je me rends compte que j'ai un prisme qui m'envoie facilement vers Dostoïevski et Hugo, Victor Hugo, qui ont été tous les deux des contemplateurs, des décrypteurs, des analystes, qui ont tellement bien décrit les questions de classe, le milieu ouvrier, peut-être l'intelligence qu'on peut trouver dans ces milieux et qu'on méprise. Et ça, c'est vrai que c'est des lectures qui je les lis pas tous les jours, mais je me suis enfilé toutes les... Et c'est des choses auxquelles j'aime bien repenser. Hugo, en plus, lui-même a eu une évolution politique dans sa vie, en tout cas dans ses écrits. Dostoïevski, c'est pareil. On retrouve nulle part ailleurs cette espèce de force de l'écrit qui disent aussi des choses très radicales de manière très simple, comme si c'était une évidence. Moi, j'ai un peu ça comme principe qu'on peut pas écraser le plus pauvre, le plus malheureux, le plus misérable. C'est pas comme ça que le monde et la société doivent fonctionner. Voilà, c'est un peu naïf, mais c'est peut-être un peu là le fil rouge, quoi. Ouais, j'ai l'impression, ça reste assez cohérent. Et la musique, bien sûr, parce que j'ai fait beaucoup de musique et ça c'est des choses qui m'ont beaucoup transporté. Là, en ce moment, je redécouvre le métal et j'aime bien. Okay. J'aime bien, comme acte de résistance aussi. Très bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. C'est une super interview. Merci à Neila d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.